Ouverture média lamɛn kɛ jama bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw ye Bamako, Kayi ka taa Kayi fo Kidal Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw sɔgɔlen don Ouverture média kan aw balimakɛ n'aw denkɛ de don Yusufu Mangara bi mɔgɔba dɔ b'an bolo kɔrɔ mɔgɔ min dogolen tɛ Mali kɔnɔna la ani extérieur la Mali kɔ kan na ni o ye Musa Atayɛri ye ale bɛ comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation ale b'o la. Il a été porte-parole de la CMA, nous, coordination des mouvements de l'Azawad. Et à ma gauche, j'ai le grand frère Iboussi qui est là avec moi. Ni au tout cas participer à un débat. Chamana en fait. Voilà ça, on a se ka walawalali kɛ maliyɛnw ka se ka faamuyali kɛ. Nka bi aw bɛna aw bɛ hakɛ to dɔɔni parce que an bɛ sɔn ka débat fan caman kɛ tubabukan na. Comme an bɛ priorité di an ka invité de ma donc Musa Atayɛri ale ko tubabukan de ka nɔgɔ ale ma kosɛbɛ walasa a ka se ka walawala donc Iboussi tout au long du débat an b'a essayer ka explication dɔɔni di bamanankan na comme an ka auditeur fanba bamanankan de ka d'u ye u bɛ fɛ an ka kuma bamanankan na. Musa Atayɛri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous. Bonsoir à Iboussi. Bonsoir Youssouf. Iboussi folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase an ka lamɛnnikɛlaw ma? D'accord Youssouf, il faut là ani Ouverture Média mɔgɔ bɛɛ lajɛlen et je salue aussi Musa Atayɛri qui a accepté aujourd'hui de venir répondre à nos questions. Mɔgɔ bɛ k'an lajɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo la merci et c'est eux les plus importants parce que c'est eux qui nous regardent. Exactement. Donc on va demander à Moussa peut-être de faire un petit effort de temps en temps de glisser quelques petits mots en Bambara. S'il y arrive, ça va être voilà, s'il arrive, s'il n'arrive pas aussi, on ne va pas l'en tenir rigueur, Inch'Allah. Donc Moussa Atayɛri, merci. Vous êtes né à Bourem en 1979. Après des études scolaires, vous avez fait la socio-anthropologie à l'université de Bamako. Et ensuite, vous avez dirigé l'AM. Bon, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, donc ce serait peut-être bien que vous puissiez parler un tout petit peu de cela. On dit que vous êtes un panafricaniste, globaliste convaincu. Donc, après votre diplôme en poche, vous avez lancé une initiative de scolarisation des enfants touaregs dans la région natale, dans votre région natale, qui est à Bourem, exactement. Donc, vous avez poursuivi votre idéal de globaliste et conscient de l'importance des échanges culturels. Vous avez continué avec votre cursus éducatif avec un diplôme en tourisme solidaire et équitable. Donc, après, bon, vous avez eu à mener beaucoup de combats. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez intégré la CMA et avant la CMA, c'était bien le MNLA. Quelles sont les revendications du MNLA et que pensez-vous des gens qui accusent le MNLA d'être un groupe terroriste? Est-ce que vous êtes un groupement politique avant tout ou vous êtes un groupe armé ou un groupe terroriste comme certains veulent bien le faire croire? Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie M. Si. Je remercie aussi les auditeurs pour l'opportunité ce soir qui nous est offerte pour faire cet échange-là dans l'intérêt et dans le seul intérêt d'édifier ceux qui nous écoutent sur des questions qui, je n'en doute point, intéressent au plus haut niveau nos concitoyens, nos compatriotes. Mais avant de répondre à votre question, peut-être, bon, vous êtes limité à mon diplôme en tourisme solidaire, mais après ça, j'ai continué. Ah oui, voilà, j'étais en Europe aussi, en Belgique. Donc, j'ai fait un master en santé publique en Belgique, j'ai fait un master en sciences politiques et actuellement, je fais une thèse de doctorat également en sciences politiques sur, bien sûr, les différentes insurrections qui ont lieu dans le septentrion du pays, entre autres. Pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, il est important pour chacun d'assumer entièrement son parcours et d'assumer aussi ses combats. J'assume entièrement mes combats passés, présents, et je suis confiant aussi face à mes combats à venir. Certes, j'ai été pendant longtemps un des hauts cadres, un des hauts responsables du MNLA, et je le suis encore. C'est dans ce cadre-là que j'ai été porte-parole de l'IMNLA, j'ai été représentant diplomatique de l'IMNLA en Europe, et aujourd'hui je suis un des responsables de la CMA, qui est une coordination de plusieurs mouvements de l'IMNLA, du Haut Conseil et du HCR. Dès le début, le combat auquel je me suis associé est un combat qui prône les valeurs que nous partageons tous, les valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs du droit des populations à la libre administration, à l'autogestion de leurs affaires, le droit à un partage réel, non seulement du pouvoir, mais aussi des ressources,
des compétences, une décentralisation poussée, si on veut une régionalisation dans notre mode de gouvernance. C'est à ces prix-là, nous pensons à la CEMA, que notre pays retrouvera sa stabilité et intégrera entièrement l'ensemble de ses filles et de ses fils dans un pays où chacun de nous se reconnaîtra. Ok, Moussa Agater, avant de passer la parole à Iboussi, vous avez parlé de régionalisation et de décentralisation. Donc, vous pensiez que la décentralisation qui avait été mise en œuvre depuis l'avènement de la démocratie en 1992 par Alpha Oumar Konaré, le président Alpha Oumar Konaré et compagnie, vous pensiez que ce n'était pas une décentralisation adaptée à notre réalité? Est-ce que le problème ne se trouve pas ailleurs? Peut-être le mode de gestion, les hommes qui ont été désignés pour mettre en place cette décentralisation. Est-ce que c'est la décentralisation elle-même qui est en cause? Je pense que la décentralisation telle que réfléchie et mise en œuvre dans les années 97 était arrivée à un moment presque identique à celui que nous traversons maintenant. La décentralisation de 97 a été lancée au lendemain d'une autre rébellion, celle de 1990. Elle a été lancée au lendemain d'une insurrection populaire à Bamako. Elle a été lancée au lendemain d'un rejet total des Maliens, de la gouvernance de l'UDPM de l'époque, de la dictature et de l'absence de multipartisme. On ne peut pas se cramponner sur une méthode ou une version de la décentralisation figée. La décentralisation doit évoluer avec les aspirations des populations. Aujourd'hui, je pense que la décentralisation dont il s'agit, et qui est stipulée dans l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, mais également, je le rappelle, qui est stipulée dans notre constitution de 1992, c'est une décentralisation qui doit permettre aux populations, toutes les populations du pays, de tenir leur destin en main à travers une libre administration, à travers l'autogestion de leurs affaires, à travers un transfert de compétences de l'État central vers les collectivités décentralisées et aussi à travers des réelles actions de développement. Il s'agit là de pas un développement sur papier tel que nous l'avons vécu pendant des décennies. Il s'agira maintenant de prouver qu'on est en train de développer nos terroirs. Il s'agit maintenant de montrer aux populations qu'on a dépassé le stade du verbe, le stade de la parole, le stade des discours, et que l'éleveur de Taoudeni, le cultivateur de Tombouctou, le commerçant de Gundam, le cultivateur de Sikasso et d'ailleurs, sentent que l'exercice du pouvoir, l'exercice de la gouvernance a un impact direct sur son vécu quotidien. Donc c'est ça le sens que nous donnons à la décentralisation poussée ou à la régionalisation selon les termes que chacun pourra choisir. Donc vous pensez que les populations locales et les pouvoirs déconcentrés et décentralisés n'ont pas d'autonomie? À vous entendre parler. Exactement. Je pense que nous avons... notre pays a travaillé sur une forme de décentralisation qui n'a pas abouti. Je pense que ça a été très bien lancé en 1997, ça a été bien réfléchi, bien porté pendant un certain nombre de temps, mais à un moment, il y a eu un moment où ça s'est arrêté. Pourquoi? C'est la bonne question. Ça s'est arrêté. C'est justement la question qu'on s'est posée. Pourquoi de 1997 jusqu'à 2000, on a essayé de faire bouger les lignes et qu'à partir de 2000, on a eu l'impression qu'au contraire, l'État a commencé à chercher à récupérer les quelques maillons de pouvoir qu'il a décentralisés. Vous vous rappelez, Alpha Oumar Konaré avait changé les termes de gouverneur par des commissaires régionaux ou des représentants de l'État. Et brusquement, nous avons vu avec l'arrivée d'ATT un retour en arrière pour ramener les gouverneurs avec le nom de gouverneur, mais en plus de cela avec des uniformes, avec des galons, avec des chéchias. Et on a eu l'impression qu'on a affaire à des nouveaux généraux envoyés depuis Bamako pour ramener le pouvoir entre les mains de l'exécutif. Mais est-ce qu'il faut juste se limiter à l'uniforme? Peut-être que ça c'est juste Non, mais ça c'est une image que je donne, mais vous savez, l'image elle est importante. Nos frères paysans, éleveurs, cultivateurs, ils ne sont pas dans le papier, ils sont dans l'apparent, dans le visible et dans le concret.
Et aussi bien dans le visible que dans le concret, ils ont vu qu'il fut un moment où on est arrivé à une situation de statu quo et où l'État réellement a commencé à chercher par tous les moyens à ramener le peu de pouvoir qu'il a délégué aux collectivités, à les ramener entre ses mains. Et c'est ça que nous avons déploré en 2012. Et c'est à ça que nous pensons que l'accord pour la paix et la réconciliation doit répondre s'il est mis en œuvre conformément au calendrier qui était fixé. Et c'est à cela également que doit répondre toutes les revendications, tous les appels des différentes composantes de la population malienne. Il faut que notre pays accepte que le Mali de demain sera un Mali décentralisé, un Mali régionalisé, ou alors il ne sera pas le Mali que nous voulons. C'est-à-dire qu'il sera toujours soumis à des instabilités, à des revendications, à des insurrections, à des soulèvements populaires, et vraiment, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ok, merci beaucoup Moussa Agataer. J'ai d'autres questions, mais on va revenir après. Igoussi, vous avez la parole. Oui. Moussa, moi, je voulais revenir un petit peu en arrière. C'est juste savoir, est-ce que vous pouvez nous illustrer un peu, nous dire un petit peu les véritables motifs de l'entrée en rébellion de Kidal? Je pense qu'on va en ce moment faire un petit rappel historique. Malgré que ce n'est pas une émission d'histoire, mais je pense que l'histoire c'est important. Le rétroviseur, il est important de temps en temps à jeter un coup d'œil là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on reste braqué par ce qui se passe derrière, mais c'est pour éviter les accidents dans l'avenir. Donc je suis d'accord qu'il est important de tenir compte des aspects historiques de l'évolution de notre société. Les rébellions ou les soulèvements, ou même moi je les appelle des insurrections, qui ont secoué les septentrions du pays depuis 1963, la première, la deuxième en 1990, la troisième en 2006, la quatrième en 2012, ont eu un point commun en termes de revendication centrale. C'est l'absence de représentation des populations du Nord dans les institutions de l'État. C'est l'absence du développement. C'est l'absence du partage des ressources du pays de manière équitable. C'est l'absence de volonté de traiter de manière égalitaire l'ensemble des filles et des fils de ce pays. Ces rébellions ont eu également comme point commun que chaque fois qu'elles se sont produites, elles ont été accompagnées par des amalgames. Elles ont été accompagnées par des contre-vérités. Elles ont été accompagnées par, pire que tout ça, des répressions sanglantes sur les populations civiles. Il est important de tenir compte de cela. Mais en tenant compte de cela, ce n'est pas pour ruminer une quelconque haine, ni une quelconque rancune. C'est pour corriger nos erreurs. C'est pour corriger ce qui a poussé toutes ces générations à être à s'insurger. Et je pense qu'aujourd'hui, notre devoir commun à tous, ce n'est pas d'accuser celui qui s'est rébellé en 2012 ou en 90 ou en 2006. C'est de faire en sorte que l'enfant, le fils de celui qui s'est rébellé en 2012, ne soit pas le rebelle de 2030, de 2025. Et pour ce faire, il est grand temps que nous commencions à faire pression sur nous-mêmes pour respecter nos engagements. Nous avons ensemble pris l'engagement de mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous avons ensemble dit que dans cet accord, nous avons trouvé des mécanismes de juguler la crise, mais pas que ça, mais de créer les conditions pour que notre pays se réconcilie avec lui-même et que plus jamais les dérapages qui ont occasionné ces insurrections ne se reproduisent et que l'ensemble des composantes de la population du pays se sentent chez elles dans ce pays-là. Donc vous pensez que ces insurrections sont légitimes, fondées? Je n'ai participé qu'à une seule. Pour la simple raison qu'en 1963, je n'étais pas né et en 1990, j'étais. Il n'y avait pas d'autres moyens de revendication? Je ne peux répondre que de l'insurrection de 2012 dans laquelle j'ai été un acteur. Je suis un partisan de l'expression démocratique des revendications. Et je pense que le MNLA, au départ, n'a jamais voulu prendre les armes. Ça, je pense que c'est des choses que les gens ignorent. En
2010. En 2010, il y a eu un groupe de jeunes de ma génération. On était un groupe de jeunes étudiants. Certains viennent de finir les études, d'autres sont encore étudiants. Nous avons constitué ce qu'on appelait le MNA, le Mouvement National de l'Azawad. Et nous l'avons, avec des statuts, avec un règlement. Et dans ce statut, il est clairement dit que le MNA est un mouvement politique démocratique qui privilégie l'expression de la revendication démocratique et qui compte défendre les intérêts des populations du Nord à travers les dialogues politiques. Mais à notre grande surprise, la première assemblée générale qu'on a faite à Tombouctou, on a été gazés, nos camarades ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés, et les rares qui ont pu échapper, c'est ceux qui sont tombés dans la clandestinité. Alors que c'était un mouvement totalement pacifique. Absolument. Pacifique. Et ça, il y a tous les documents, il y a les traces, il y a même des articles de presse, il y a même des vidéos aujourd'hui qui montrent la manière dont l'Assemblée générale a été épargnée. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous victimiser peut-être? Absolument pas. Je ne suis pas dans la victimisation, je suis dans la lecture historique de l'évolution de l'insurrection de 2012. Et je vous explique qu'elle a commencé en 2010 par une voie démocratique et pacifique. Elle s'est radicalisée, comme toutes les insurrections, quand elles n'ont pas une main tendue en face. Nous n'avons pas eu une main tendue en face. Le pouvoir ne nous a pas écouté. Absolument pas. À la place de la main tendue, nous avons eu une matraque tendue. Et face à la matraque tendue, nous avons opposé la légitime défense. Nous avons opposé à la violence le droit d'exercer également la violence. Je ne légitime absolument pas la violence, mais je pense que dans cette situation, le MNA a été dans l'obligation à un moment de s'organiser et de répondre par une méthode équivalente à celle qui lui a été offerte. Oui, mais justement, vous parlez effectivement de droit vous êtes défendu, de légitime défense. Et nous avons vu qu'il y a eu le massacre d'Agolok. Et moi, j'aimerais aujourd'hui vous poser la question. Comment est-ce que vous avez pu vous organiser? Les armes que vous les avez eues comment? Comment vous avez fait pour avoir des armes? Et est-ce que vous avez participé au massacre de Agolok? C'est une page importante en termes de mémoire de ce conflit, la question d'Agolok. C'est une page qui me touche de manière personnelle. Aujourd'hui, je vais faire une confidence. Aguelhok, le chef militaire d'Aguelhok, c'était mon ami. C'est Sekou. Capitaine Sekou. Nous avons fait l'AM ensemble, nous dormions ensemble, nous avons fait nos études à Dar es Salaam ensemble. Et je continue à porter le deuil de cette mort. Je tiens ici à dire que le MNLA à l'époque n'était pas à Djelhok. Et par la suite, vous êtes tous au courant que AQMI a revendiqué par la suite l'attaque d'Djelhok. Donc, je tiens à rétablir également pour l'histoire cet aspect-là, que le MNLA n'était pas impliqué dans l'attaque d'Djelhok et ceux qui ont commis l'attaque d'Djelhok l'ont revendiqué par la suite. Donc, vraiment, c'est une parenthèse importante. Ibou, si tu me permets, excuse-moi, après je te donne la parole. Mais en fait, il n'a pas répondu à la deuxième partie. Oui, mais en fait, moi, je voulais juste répondre D'accord. Moussa, pas ta question. D'accord. Je vais redonner la parole à Ibou. Moussa, merci beaucoup pour cette sincérité et cette réponse. Mais en fait, nous, on a eu d'autres témoignages qui sont différents du vôtre. C'est-à-dire qu'on nous a appris, on a appris à l'époque qu'il y avait une coalition entre les groupes armés et ce qu'on appelle les djihadistes. Et que c'est cette coalition qui a mis l'armée malienne en déroute à Kidal, Gao et Tombouctou. Donc par la suite à Aguelhok. Donc est-ce que vous voulez démentir ça, cette information? Vous savez, vous êtes dans votre rôle, celui de chercher à faire éclater la vérité. Et nous sommes entièrement disponibles à participer à cet exercice. En 2012, comme vous le savez, il y a eu un combat médiatique de part et d'autre. Le gouvernement de l'époque a utilisé les outils médiatiques dont il disposait, les réseaux dont il disposait, les soutiens dont il disposait pour diaboliser au maximum. C'est de bonne guerre, et de diaboliser au maximum particulièrement le MNLA et par la suite
HCA. Voilà, le HCA et tous les autres mouvements aujourd'hui qui sont au sein de la CMA. Mais je vous dis qu'en 2012, c'est clair que c'est le MNLA qui a été le plus visible. Mais les soulèvements menés par le MNLA, ensuite par les autres mouvements, est venu trouver qu'il y avait déjà des bastions de groupes terroristes dans ces régions-là. Vous vous rappelez que pendant les années 2000, depuis 2003, 2004, il y a eu des attaques des AQMI contre des positions militaires maliennes. Dans la région de Tombouctou, il y a eu des officiers maliens, arabes, qui ont été tués à l'époque. C'était bien avant 2012, c'était bien avant le MNLA. Donc, lorsque le MNLA est arrivé, il est venu trouver d'autres acteurs. Et effectivement, je suis d'accord avec vous que cette situation a créé une situation d'amalgame, de confusion, qui permettait facilement à qui le veut d'indexer une partie ou un mouvement comme étant auteur de quelque chose. Mais je puis vous rassurer que de 2012 jusqu'à la signature de l'accord pour la paix, jusqu'à l'accord de Ouaga, nous avons toujours exprimé notre particularité vis-à-vis des groupes extrémistes. Je pense que là aussi, il y a les preuves dans les médias, il y a les preuves dans nos déclarations, dans les différentes chaînes internationales et dans certains articles de presse. Nous avons dit que, dès le début, que le MNLA était un mouvement qui réunit l'ensemble des communautés du Nord, Tamashek, Arabes, Sonré, Peul, et qui a pour objectif principal de fédérer l'ensemble des forces vives du Nord pour lutter ensemble pour leurs droits. Et à l'époque, on parlait du droit à l'autodétermination, et jusqu'à ce qu'on parlait d'indépendance. Donc, c'était ça la vision politique du départ. Donc, mais il y a eu effectivement des groupes, il y a eu des mouvements qui ont parasité un peu la lutte légitime à l'époque du MNLA et qui a permis un peu de créer la confusion. Et cette confusion, je reconnais qu'elle a eu lieu, mais c'est toujours l'histoire. Je souhaite qu'aujourd'hui, on revienne au présent. Nous avons traversé ça. Donc, vous niez votre implication à Aguelhok. Mais je l'ai clairement dit. J'ai clairement dit que non seulement nous n'avons, je l'ai dit, mais ceux qui l'ont fait l'ont revendiqué. Et c'est dans les chaînes de YouTube et c'est un peu partout. Mais les armes, vous les avez eues comment? Parce que nous, on était étonnés quand même de voir qu'un groupe armé comme ça s'organise à tel point qu'il puisse avoir des armes. Est-ce que vous avez été soutenu par la France pour avoir des armes? Après, on passera à l'accord. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je me mets à votre disposition et je pense que c'est un débat important. Et vous savez, quand on a des convictions et qu'on mène une lutte, on crée les moyens de la mener. Mais je tiens à vous rassurer que la CEMA n'a jamais bénéficié d'un soutien quelconque d'un État, notamment la France dont vous parlez. La France a toujours soutenu l'État du Mali. La preuve est que toutes les forces internationales, y compris la force française, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont clairement dit et démontré qu'elles sont venues pour que l'État du Mali recouvre son intégrité territoriale et qu'il exerce sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Toutes les forces internationales qui sont au Mali aujourd'hui, elles sont là pour stabiliser le Mali et pour permettre à l'État du Mali de revenir sur l'ensemble du territoire. Toutes les forces qui sont là, internationales aujourd'hui, sont en train d'équiper en armes, en véhicules, en munitions, l'armée malienne. Donc je pense que le soutien aujourd'hui, il est clair que ces forces soutiennent, la communauté internationale soutient l'État du Mali. La CEMA n'a jamais bénéficié. Au contraire, nous, on trouve qu'on nous a toujours tordu la main. On nous a toujours tordu la main et on nous a toujours dit de remettre de l'eau dans notre lait. On a eu des pressions énormes aussi bien lors du paraphe de l'accord que lors de la signature de l'accord. Mais c'est de bonne guerre. Nous sommes conscients que tout conflit, tout antagonisme, toute guerre finit par le dialogue. C'est pourquoi lorsqu'on nous a tendu la main et qu'on nous a dit d'aller à la table de négociation à Alger, nous sommes partis. Et nous sommes partis avec toute la sincérité requise, toute la bonne foi requise. Nous avons signé un accord.
l'accord pour la paix et la réconciliation. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à sa mise en œuvre, avec toute la sincérité, avec toute la bonne foi. Mais malheureusement, la bonne volonté et la bonne foi ne suffisent pas pour mettre en œuvre. C'est vrai qu'on va y arriver, comme Mangara il a si bien dit, on va y arriver sur l'accord. Mais vous étiez beaucoup présent sur les chaînes internationales, notamment les chaînes françaises, etc. On voyait que vous étiez très agressif sur le plan de communication. Alors, cette aide-là aussi, vous l'avez eue de qui? Je vous assure, quand je suis arrivé à Paris en décembre 2011, je ne connaissais personne. Mais auparavant, vous étiez en Belgique? Oui, j'étais en Belgique. Vous savez, l'homme est le fruit de son expérience, de son passage, de sa vie, de son vécu, de ses amitiés. Bien sûr que j'avais des amis en Europe. Bien sûr que lorsque j'ai été convaincu de la nécessité de me battre au sein de ce combat, bien sûr que j'ai cherché les soutiens de tous mes amis, de tous mes réseaux. Et ces réseaux ne sont pas des réseaux d'État. C'était des réseaux interpersonnels. Ensuite, c'est devenu des réseaux associatifs. Ensuite, c'est devenu des réseaux d'ONG. Ensuite, c'est devenu des réseaux multinationaux. Parce que au fur et à mesure que nous expliquions le bien fondé de notre combat, au fur et à mesure que on montrait notre détermination et notre croyance en ce que nous faisons, il y a eu des gens qui ont été sensibles à cela, je ne les nie pas. En Europe, mais aussi dans les Maghreb, nous avons la solidarité de nos frères berbères à travers le monde, d'autres peuples à travers le monde que je ne vais pas citer ici. Peut-être un jour, je vais l'écrire dans mes mémoires si la vie me donne cette chance. Mais je vous dis, les médias en France dont vous parlez, j'ai été aussi sur les médias américains, j'étais sur CNN à plusieurs reprises. J'étais sur TV5, j'étais sur des chaînes espagnoles, j'étais sur la chaîne numéro 1 catalane, j'étais dans des journaux de par le monde. Ne me dites pas de vous dire comment j'ai eu ça, pour le moment ça reste un secret. Et un jour on va en parler. Sarkozy peut-être? Sarkozy, l'État français? Absolument pas, absolument pas. Ok, d'accord. Merci Moussa Agater. Bon, je pense qu'on a beaucoup de questions sur ce volet-là, mais on va essayer de passer à autre chose. Absolument. Sinon, je pense qu'on va peut-être passer la moitié de notre temps. Absolument. Les 27, 28 et 29 juin, il y a eu les travaux de la session ordinaire de la CMA à Kidal, lors desquels il y a eu la passation entre le président sortant, Bilal Al-Sherif, et Al-Khabas, je ne sais pas si je le prononce bien. Al-Khabas Aguintala. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le résumé des travaux que vous avez eu à mener à Kidal lors des 27, 28 et 29 jours? Effectivement, nous avons, en fait, ces travaux dont vous parlez, c'est la réunion du comité directeur de la CMA et ça coïncidait avec le rendez-vous semestriel. Comme certainement vous le savez, ou je vous l'apprends, la CMA a mis en place un comité directeur depuis qu'elle s'est constituée en coordination. Avant, les mouvements qui constituent la CMA étaient des mouvements qui agissaient de manière individuelle. Mais depuis qu'on a créé la coordination des mouvements de la ZOAD, on a un comité directeur présidé par un des secrétaires généraux des trois mouvements et qui exerce la présidence pendant 6 mois. Donc c'est une présidence tournante. Tournante, exactement. Donc, la réunion de l'autre jour, c'était le rendez-vous des 6 mois où le président sortant, M. Bilal Al-Sherif, transmettait le flambeau de la présidence de la CMA au président entrant, M. Al-Khabas Aguintala. Mais c'est aussi un rendez-vous au cours duquel nous faisons un point où on peut appeler cela un bilan à mi-parcours des différents volets de l'accord pour la paix. Nous avons une commission politique qui fait un rapport sur l'évolution des aspects politico-institutionnels de l'accord et les niveaux de leur mise en œuvre. Nous avons une commission sécurité et défense qui fait le point sur l'évolution des aspects sécuritaires de l'accord. Nous avons une commission où siègent les membres, nous autres membres du comité de suivi de l'accord, qui faisons également un rapport ou un point d'état de l'évolution de la mise en œuvre de l'accord. Et ça a été aussi l'occasion pour la CMA de donner sa position face aux évolutions récentes du contexte sociopolitique à Bamako.
Et je pense que tout cela a été couronné par un communiqué final qui explique en détail les différents points dont je parle. J'ai lu le communiqué et dans le communiqué, vous parlez de la redynamisation et de la réorganisation interne pour une meilleure mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Donc, vous pensez que la CMA n'est pas aussi dynamique qu'on le prétend? Parce que nous pensions que la CMA est quand même vraiment dynamique, parce qu'on vous a vu, comme l'a signalé aussi, sur plusieurs chaînes internationales. Vous avez participé activement à tout le processus de paix et de réconciliation. Donc, vous-même, vous sentez le besoin de redynamiser vos organes à l'interne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des difficultés entre vous? Non, la seule difficulté qu'il y a, c'est le regard qu'on peut avoir sur nous de l'extérieur n'est pas le même regard que nous, on a de nous-mêmes de l'intérieur. Parce que, en fait, cette question, elle est importante parce qu'on va venir à la mise en œuvre de l'accord, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'insuffisances là-dedans. Tout à fait. Voilà. Donc, la redynamisation dont on parle, tout simple, pour faire court, nous pensons que nous avons l'obligation de faire encore de la pression sur nous en tant que CMA pour accentuer, amplifier, renforcer la capacité de la CMA à être plus que jamais une force de proposition. Nos chefs, donc nos secrétaires généraux, ont pour mission de déceler les failles à l'intérieur de chaque structure de la CMA, ou même au niveau des individus, et corriger cela. Donc la redynamisation dont on parle, c'est tout simplement le devoir et l'urgence pour la CMA de continuer encore à se faire pression pour être à la hauteur des défis qu'elle s'est donnés, parce que les défis qu'on s'est donnés, c'est des grands défis. C'est des défis qui ont directement trait à la gouvernance du pays, qui ont trait à l'avenir de nos terroirs, qui ont trait à l'avenir du Mali même, parce qu'on parle des réformes. Les réformes, ce n'est pas seulement au nord, c'est des réformes qui concernent l'ensemble du pays. Donc, d'où la nécessité pour la CMA de redynamiser davantage ses structures, de renforcer ses capacités, de renforcer son expertise pour qu'elle soit plus que jamais une force de proposition, comme nous souhaitons le dire très souvent. Ok, merci. Vous aussi. Oui, par rapport à l'accord, aujourd'hui, puisque nous y sommes déjà, il y a le volet institutionnel aujourd'hui qui crée un véritable problème, parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et peut-être on va en parler très rapidement. Lorsqu'on parle, par exemple, dans l'accord, au niveau local, on dit que la région est dotée d'une assemblée régionale élue au suffrage universel direct, et le président de l'assemblée régionale est élu au suffrage universel direct. C'est comme le président de la République. Alors, lorsqu'on voit que le président d'une région doit être élu au suffrage universel direct comme le chef de l'État, les gens comprennent en cela une indépendance de la région, une autonomie. Une indépendance voilée, vous voulez dire. Voilée, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Sincèrement, je tiens à dire à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent que la CMA ne peut pas être plus claire qu'elle n'a déjà été. Elle a été dans l'accord, elle a été dans le dialogue national inclusif, elle a été dans le préambule de l'accord. C'est-à-dire les susceptibilités, les suspicions ont posé énormément de tort à la mise en œuvre de l'accord. Et les retards dans la mise en œuvre de l'accord participent également à l'aggravation de la situation sécuritaire au centre, au nord et même dans des parties du sud. Pour revenir à la question, je l'ai dit à l'entame de mon propos, le Mali de demain sera un Mali décentralisé. Et une décentralisation pas poussée, très poussée. Une régionalisation. Une régionalisation. Parce que par régionalisation, il faut dédiaboliser les choses, il faut démystifier les choses. Par régionalisation, on n'entend pas la séparation. L'article 1er, le préambule de l'accord pour la paix dit clairement que les parties reconnaissent l'intégrité territoriale, le caractère laïque et républicain de l'État. On ne peut pas être plus clair. Mais cette reconnaissance de l'intégrité, cette reconnaissance du caractère républicain de l'État n'empêche absolument pas l'émergence d'une nouvelle gouvernance à travers la régionalisation. L'accord dit que le président de la région sera élu au suffrage universel direct. Franchement, je ne vois pas de danger pour le suffrage universel direct du président de la République. Ça n'a rien à voir. C'est à un niveau régional et le président de la République est le président de toutes les régions. C'est le président de tous les cercles, c'est le président de toutes les communes du Mali. Donc, je pense que là encore, j'en appelle à la retenue de mes compatriotes
et à l'esprit d'ouverture et de compréhension de tous les Maliens. L'élection au suffrage universel direct du président de l'Assemblée régionale est importante parce qu'elle participe même à aiguiser davantage la démocratie. Vous savez, avant, les présidents des assemblées régionales ou des conseils régionaux étaient élus à travers les différents conseillers régionaux. Et nous avons remarqué depuis l'avènement de la décentralisation au Mali que chaque fois qu'il s'agit d'élire le président de la région, c'est l'argent qui fait son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je suis un narcotrafiquant et que j'ai des milliards issus de la drogue, mais que je veux être président de la région de Gao, dans la nuit, je prends mes valises pleines d'argent, je passe chez les conseillers régionaux un à un, je les bombarde de billets et le lendemain, leur choix démocratique est corrompu par le choix de l'argent et la région se retrouve dirigée par un homme qui n'a ni les valeurs, ni les vertus, ni les capacités de la Donc, vous pensez que c'est mieux de faire participer les citoyens? Absolument. citoyens? Moi, je pense qu'il faut que les citoyens choisissent eux-mêmes le président de leur région et que ça soit direct. C'est notre démocratie qui en sortira grandie. C'est l'exemplarité démocratique de notre pays qui en sortira grandie. Et c'est le Mali qui gagne. Sincèrement, il faut aussi là que nos compatriotes fassent l'effort. La régionalisation dont on parle, on ne la demande pas pour Kidal et Gao et Tombouctou seulement. Nous pensons que c'est le Mali entier qui doit faire de la régionalisation son outil de demain de gouvernance. Son outil de gouvernance de demain. À Sikasso, à Bougouni, partout, il faut que les populations tiennent leur destin en main à travers leurs élus qu'elles choisissent au niveau local. Je vous donne un exemple. Le cas du coronavirus que nous traversons encore. Les pays, il y a eu une différence et les experts l'ont remarqué. Tous les pays où la régionalisation est une réalité ont été des pays avant-gardistes dans la prévention du corona. Comment? Parce que les présidents des régions, des assemblées régionales ou des conseils régionaux, investis du pouvoir nécessaire et des moyens nécessaires, ont pris de l'avance. Ils n'ont pas attendu que le président de la République ou le gouvernement prennent les mesures. Chaque région a elle-même institué les mesures de prévention, mis de l'argent pour acheter les masques, acheter les appareils pour détecter la température, etc., etc. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui doit nous encourager à donner à nos régions tous les moyens, tous les pouvoirs et toutes les capacités à gérer leur terroir. Moussa, si vous me permettez, est-ce que cet exemple n'est pas un peu mal choisi? Si on prend le cas des États-Unis, on voit que ça a été un fiasco total. Alors qu'eux, ils ont une fédération. C'est pas la même chose. Ils ont des États fédérés. Je vous explique. Moi, j'ai pris le cas de la France. Parce qu'eux, ils sont encore plus poussés que la régionalisation. C'est une fédération. Mais le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est pas un problème. Nous sommes dans un contexte américain assez spécial dans l'histoire des États-Unis. C'est le président américain en personne qui a fustigé au départ. Il fait partie de ceux qui ont voulu nier même l'existence du coronavirus. Ensuite, il a négligé, il a refusé d'adopter les mesures barrières. Mais les États ont et finalement, mais vous aurez remarqué si vous suivez l'actualité américaine que la majorité des gouverneurs des régions, des gouverneurs des États démocrates, les gouverneurs démocrates des États américains ont été en conflit avec Donald Trump. Et ça, c'est une preuve de l'existence et de l'efficacité de la régionalisation. Mais ils sont à un autre niveau, ils sont dans des États. Mais le pouvoir donné à ces États-là a permis aux gouverneurs et aux maires de ces régions, de ces États, de contredire le président Trump et de mener le combat contre le coronavirus au moment où Trump était encore en train de dire que c'est un virus de la Chine. Donc, c'est un exemple. Ok, donc pour revenir au sujet, après je passe la parole à vous. Est-ce que vous comprenez le scepticisme de ceux qui sont incrédules face à cette situation? Parce qu'au départ, on a vu que vos revendications, c'était pour une indépendance totale de l'Azawad. C'est vrai qu'après, il y a eu l'accord, il y a eu plein de choses. Mais et ceux qui sont incrédules face à cette régionalisation, qui pensent que c'est une indépendance voilée ou déguisée, que la France, à travers la CMA, est en train de planifier. Est-ce que vous avez un message pour faire comprendre à ces gens? Le message que j'ai, c'est de lancer un appel à nos compatriotes, qu'ils laissent les autres tranquilles. Franchement,
occupons-nous de nos problèmes. La théorie du complot est destructrice. Elle est destructrice. Elle a déjà fait des dégâts dans ce pays. Donc il n'y a pas de complot? Absolument pas de complot. Il n'y a pas de complot. Au contraire, il y a des gens qui sont venus nous aider. On était en train de nous battre, on s'est entendu, on a fait notre accord et ils sont venus par la suite, ils ont dit, bon, maintenant que vous vous êtes entendus, vous vous êtes inscrits dans l'accord, on est venu vous aider à reconstituer votre pays. Et la seule façon de témoigner la moindre reconnaissance à ces gens-là, c'est de dire qu'il y a un complot. Vous savez, l'indépendance, on n'a pas eu en 2012. Les revendications que nous portions étaient des revendications indépendantistes, des revendications séparatistes. Et c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens, c'est que les revendications politiques, elles ne doivent diaboliser personne. Tant qu'on porte des revendications politiques, il est important de savoir que ceux qui portent des revendications politiques sont toujours des gens avec qui on peut s'asseoir, discuter. Nous avons demandé l'indépendance, nous avons négocié et nous sommes arrivés à la régionalisation. Ça n'a pas séparé le pays. Donc, je pense aussi qu'il faut mesurer les atouts, il faut mesurer les acquis. On a fait une grande traversée du désert. On était, à un moment, on était à 800 000 km du territoire qui ne sont plus sous le contrôle de l'État, qui sont sous le contrôle de la SEMA. Et l'accord a permis à ce que les partis s'entendent pour que l'État soit redéployé de manière progressive, aussi bien dans sa force, dans ses aspects militaires que dans ses aspects administratifs. Donc ça, c'est des grands atouts. Mais j'ai l'impression qu'on laisse toujours de côté toutes ces grandes choses qu'on est en train de réaliser ensemble. On se focalise sur une théorie du complot qui n'est que destructrice, qui ne fait que nous opposer les uns aux autres. Mais ce qui est malheureux dans tout ça, c'est de voir qu'il y a des hommes politiques, des cadres de ce pays, qui ont eu même à gérer des affaires dans ce pays, qui font partie de ceux qui encouragent ces théories du complot. Vous voulez parler de Choguel peut-être? Je ne désigne personne. Je regrette simplement que tout homme politique qui aspire à être encore un jour responsable de ce pays ou qui a déjà géré des responsabilités dans ce pays, je trouve qu'il est scandaleux qu'il continue à faire miroiter à nos concitoyens qu'il y a un complot derrière l'accord pour la paix et la réconciliation. Et ce qui est davantage malheureux, c'est que ces gens qui disent que c'est un complot ne sont pas dans la capacité de proposer autre chose. Moi, si je rejette l'accord aujourd'hui, dans la nuit, je vais rédiger une contre-proposition pour dire que l'accord n'est pas bon, voilà ce que je propose. Mais tous ceux qui rejettent l'accord pour la paix ne sont pas capables de nous proposer quelque chose de meilleur ou même d'égal. Et ça, c'est scandaleux. Mais pourquoi 5 ans après, l'application est au stade des mesures intérimaires transitoires? On voit que l'application n'est pas effective. Pourquoi? C'est quoi les difficultés? C'est ce qu'on veut comprendre. 5 ans après. Il y a eu beaucoup de difficultés. À travers vos questions, vous avez déjà parlé vous-même de certaines difficultés. Non, les difficultés dont vous avez parlé, sans vous en rendre compte, c'est cette théorie du complot qui nous a énormément mis dans des retards. Et on a eu une opposition assez importante d'une grande partie de la population malienne du Sud. Et cette population, en grande part, a été surtout servie par des arguments. Parce que les gens pensent que l'accord a été imposé. Exactement. Alors que... il a été imposé ou pas, l'accord? Absolument pas. Absolument pas. La preuve est que nous avons eu plus de 9 mois de négociations. Et le gouvernement a toujours rejeté tout ce qui lui paraît inconcevable. Le gouvernement a refusé de signer. Nous avons refusé. On était à un statu quo. Finalement, on a pu arriver à quelque chose, à un consensus, à un compromis, c'est l'accord. Donc, juste pour répondre à ces difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés. La première, c'est cette opposition à l'accord dans les rues de Bamako. La deuxième, c'est que nous avons perdu énormément de temps pour créer les conditions de confiance suffisantes pour que les partis évoluent seuls sans avoir besoin de l'accompagnement de la communauté et de la médiation internationale. Troisièmement, nous avons eu, il faut le reconnaître, des moments où le gouvernement n'a pas été suffisamment volontariste. Il n'a pas été animé de toute la bonne volonté nécessaire pour faire avancer les volets
cruciaux de l'accord. Tels que vous savez, les aspects politiques institutionnels, notamment les réformes, constituent les piliers sur lesquels repose l'accord. Il doit reposer l'accord. Les revendications politiques sont importantes dans cet accord. Et je rappelle que c'est le conflit qui a opposé la CMA à l'État central est un conflit éminemment politique. Tant qu'on pensera que c'est trouver des mécanismes sécuritaires, c'est caché derrière le G5, c'est caché derrière Barkhane, MINUSMA, envoyer quelques bataillons par-ci par-là, c'est ça la solution, on se tromperait toujours. Le problème est éminemment politique, il faut lui trouver des solutions politiques. Cela n'empêche pas que de manière concomitante, nous fassions le nécessaire pour faire les DDR, pour continuer à mettre en place les bataillons reconstitués, pour mettre en place les compagnies reconstituées, mais tout cela n'aura de survie dans l'avenir, n'aura une longévité dans le temps, ne résistera à la pâture qu'à travers un support politique efficace, sérieux et avec des réformes qui prennent en compte les engagements pris dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Excuse-moi. Oui, d'accord. Moi, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose. Ce n'est pas pour défendre quelqu'un, mais je veux que les gens comprennent réellement l'objectif de nos échanges. Vous avez parlé d'armée reconstituée. Vous avez rejeté la faute sur le gouvernement malien d'une part. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la CMA aussi est fautive quelque part dans la non-application de l'accord pour la paix et la réconciliation? Vous avez parlé d'armée reconstituée. L'armée reconstituée est à Kidal, mais elle ne patrouille pas. Et c'est la faute à qui? Si l'armée reconstituée est cantonnée à Kidal et qu'elle ne patrouille pas dans la ville, est-ce que c'est la faute au gouvernement du Mali? Je ne suis pas de ceux qui fuient leur part de responsabilité. Je sais que... Vous reconnaissez que vous avez violé l'accord? Non, on n'a jamais violé l'accord. On va y venir. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, les retards dont vous parlez, la part de responsabilité de la CMA, là où je peux reconnaître une part de responsabilité, c'est à travers les conflits qui nous ont opposés à la plateforme pendant pratiquement pendant 2 ans. Gatia et autres. Et pendant ce temps, l'accord a été mis de côté. Et on était dans une guerre intestine déplorable, que moi je déplore, qui a fait plus de mal. Plusieurs morts. Voilà. Et le temps qu'on a fait dans ces conflits internes nous ont fait perdre du temps. Donc là, je reconnais que effectivement, des considérations et des problèmes entre nous, mouvements signataires, nous ont poussé à nous engager dans un conflit supplémentaire qui a provoqué des retards. Mais cela ne suffit pas, ne peut pas justifier à lui seul les retards. Les retards, vous savez, le gouvernement est le premier responsable de la mise en œuvre de l'accord. C'est lui qui a le pouvoir. Amen. C'est lui qui a les ressources. Amen. Et c'est lui qui décide en dernier ressort de qu'est-ce qu'il faut faire. La communauté internationale, elle conseille, elle accompagne. La CMA, elle est disponible, elle est là, elle accompagne, elle attend, elle demande, elle cherche à ce que l'accord avance. Mais le dernier mot revient toujours à l'État, au gouvernement. Donc franchement, c'est l'occasion d'appeler les autorités maliennes. Pourquoi l'armée reconstituée ne patrouille pas à Kidal? Parce qu'elles ne sont pas... C'est ça, c'est pas par manque de volonté de la CMA. C'est parce que tout simplement, peut-être c'est des éléments effectivement qui ne sont pas suffisamment transmis à la population, aux citoyens. L'armée reconstituée, c'est-à-dire il y a eu un bataillon et une compagnie qui ont été décidés et qui ont été recrutés à travers les éléments du MOC, à travers les DDR accélérés. Mais il s'est trouvé que jusqu'à aujourd'hui, les effectifs ne sont pas complets. Et malheureusement, c'est les effectifs de la CMA qui n'ont pas été complétés. Ça, c'est pas la faute du gouvernement? Non, nous avons donné les éléments. Ils ont fait la formation, ils sont devenus des FAMA. Et lorsque le bataillon, la première partie du bataillon a été déployée, il y avait des absents, il y avait des gens qui n'ont pas été, et on a posé la question et on a dit qu'ils sont en préparation à Sévaré, à Gao, etc. Donc, je ne jette pas je ne cherche pas, vraiment, c'est pas le but, mais le bataillon de Kidal n'est pas aujourd'hui en train de faire des patrouilles, tout simplement parce qu'il n'est pas encore au complet.
Il n'est pas au complet en termes d'effectifs et il n'est même pas au complet en termes de matériel. Et on est en train l'État, les partenaires sont en train de travailler à chercher les moyens pour amener les équipements nécessaires. Et je pense qu'il y a quelques jours, je pense, la question du complément d'effectifs est en train d'être réglée. Vous savez, il faut faire doucement. On n'est pas dans une course de vitesse, on doit être dans une course de fond. Mais ça fait 5 ans quand même. Oui, mais 5 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est de bien faire les choses. Si on a perdu 5 ans et que dans les 2 ans à venir, on parvenait à corriger, à accélérer, à engager ce qu'il y a à faire, notamment les aspects du développement qui sont extrêmement importants, et je pense qu'en ce moment, on aura fait quelque chose de bien. Donc, il ne sert à rien de déplorer seulement les retards, mais il faut dire, bon, c'est vrai, on a eu 5 ans de retard, mais à partir du moment où on est tous conscients de ces retards, et on est tous conscients des dégâts que ces retards est en train de produire, remettons-nous ensemble très rapidement, corrigeons ce qu'il y a, allons à l'essentiel, et donnons-nous l'objectif que dans 2 ans, nos populations disent qu'effectivement, nous commençons à sentir les dividendes réels de l'accord. Et en ce moment, on n'aura même plus besoin de communiquer pour faire comprendre l'accord. L'accord se fera comprendre par les résultats qu'il aura produits au profit des populations. Vous pensez que c'est le président Ibeka qui n'est pas à la hauteur? À la hauteur de quoi? Pour la mise en place, pour la mise en œuvre de l'accord. Moi, je pense que... Non, vous savez, moi, je m'inscris toujours dans une vision plus globale en termes d'État. Pour moi, l'État, ce n'est pas seulement le président de la République. Mais c'est le chef suprême. Pour moi, oui, c'est le chef, c'est le président de la République, mais ce n'est pas lui seul qui constitue l'État. Et je pense que, certes, nous avons... Vous voyez quelqu'un d'autre qui peut faire appliquer la mise en œuvre de l'accord sans la volonté du président? Non, absolument. Je suis entièrement d'accord que l'implication directe du président de la République est plus que jamais attendue pour répondre aux retards, aux lacunes, etc., que l'accord a enregistré. C'est la raison pour laquelle la CEMA, lors de son dernier comité directeur à Kidal, a demandé la mise en place d'un portage politique au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire, jusque-là, on n'avait pas... on sentait l'absence de ce que vous dites. C'est-à-dire... L'absence du président. L'absence d'un portage politique de haut niveau. Et le haut niveau, ce n'est pas seulement le président de la République, c'est aussi le Premier ministre. C'est aussi le ministre Vous le voyez des fois, le président? Mais le Premier ministre a été à Kidal récemment. Oui, il a été à Kidal, j'étais là. Et ça n'a rien à voir. J'ai dit aujourd'hui, la CEMA propose un portage politique, c'est-à-dire mettons en place un cadre de concertation essentiellement entre les partis maliens, mouvement signataire, gouvernement. Mettons ce cadre sous la responsabilité d'une des plus hautes autorités du pays, que soit le président de la République, soit le Premier ministre, et que ce haut niveau-là, cette personnalité de haut niveau, ait un œil régulier, qu'il ait une préoccupation visible, et qu'il réunit les cadres, les membres de ce cadre-là régulièrement, pourquoi pas toutes les 2 semaines ou chaque mois, pour que lui-même il prenne son carnet, qu'il note ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, etc. Ça n'a pas été fait. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, à partir de maintenant, le gouvernement n'a pas fait ça. Moi, en tant que président de la République, moi, en tant que Premier ministre, je prends les choses en main. Vous, ministre de l'Administration, vous accélérez telle réforme. Vous, ministre des Transports, accélérez la route Borem-Gao. Vous, ministre de la Défense, vous êtes en train de bloquer les visites médicales des éléments à intégrer. Dépassez ça. Je vous assure que en 2 ans, on aura fait quelque chose. D'accord. On se transporte dans l'accord avec la permission de M. Manga. On continue toujours dans les entrailles de l'accord. On va au chapitre 4. Alors, les régions vont avoir certaines prérogatives. Et beaucoup de personnes parlent de cela et font peur aux gens avec ça. Et on va en parler un petit peu. L'article 8, on dit que les régions seront compétentes sur le plan des programmes de développement économique, social et culturel, sur le plan de l'aménagement du territoire, sur le plan de la création et gestion des équipements collectifs et des services sociaux de base, éducation de base, formation professionnelle, santé, environnement, culture, infrastructure routière et de communication relevant du domaine régional, énergie, hydraulique, assainissement. Les régions seront compétentes dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la gestion forestière, le transport, le commerce, l'industrie, l'artisanat, le tourisme. Gestion des ressources globalement. Tout ceci, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, le budget, etc., l'établissement et l'application des impôts. Elles vont faire les impôts, etc., et percevoir les recettes.
Et l'octroi de subventions, elles vont pouvoir octroyer des subventions, prises de participation, coopération décentralisée, jumelage, police territoriale. Alors, et je vais finir avec l'article numéro 14 qui dit que l'État s'engage à mettre en place d'ici l'année 2018 qui a déjà dépassé un mécanisme de transfert de 30% de recettes budgétaires de l'État aux collectivités territoriales sur la base d'un système de péréquation, avec une attention particulière pour les régions du Nord. Les gens, ils ont peur de ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que pour eux, c'est l'indépendance. En fait. Tout ce que je leur dis, c'est que arrêtons d'avoir peur, tout simplement. Nous sommes dans un pays où nous avons plus de à peu près 60% de la population qui est jeune. Et les regards sont fixés aujourd'hui vers la jeunesse, qui, on espère, sera l'alternative de tout ce que nos amis du M5 et des autres structures sont en train de dénoncer. Et avec de telles ambitions d'alternatives, il n'y a pas de la place pour la peur. Et il faut que nous fassions preuve d'audace. Il faut que nous osions. Il faut apprendre à essayer ce qui n'a jamais été fait. Ça ne va tuer personne. Les réformes, transférer les compétences aux régions, ça ne fera que renforcer l'État. Ça va permettre à l'État de se débarrasser de fardeaux énormes. Mais le pouvoir central gagne quoi? Mais le pouvoir central, son travail, c'est pas de gagner. C'est justement s'occuper des populations. Mais et si les régions... Donc, j'ai dit gagner. Mais un État faible. C'est ça, un État faible, justement, a tout intérêt à transférer le maximum de compétences aux régions pour mais là, au moins être à la hauteur. Moussa, on parle des recettes. Du reste. On parle des recettes. Il n'a pas parlé seulement des recettes. Bon, pour les recettes. Pour les recettes. C'est 30%, on dit 30%. Et ça encore, c'est les grands principes de l'accord. On n'a jamais dit que tous les principes qui sont dans l'accord sont des principes qui ont toujours fait preuve de nouvelles renégociations au moment de leur mise en œuvre. Donc si au moment d'arriver aux 30%, d'ailleurs on n'en est pas encore arrivé, on est loin de ça. On n'a rien fait en termes de développement dans les régions. Rien fait. Hein? Toutes les routes, la route transsaharienne, Bourem, Gao, Kidal, frontière Algérie, la route Tombouctou, Douanza, les routes Léré, etc. Jusqu'à la frontière de Mauritanie. Et si vous me permettez, les routes, toutes ces routes ne sont pas faites, rien n'est fait. L'accord a prévu effectivement beaucoup de routes. Hein. Très rapidement, je vais vous lister quelques-unes seulement. Il y a la route qui relie Kidal, Gao et Tombouctou à la route transsaharienne, Gao, Bourem, Taoussa, Bourem, Kidal, Timouine, Anefis, Tessalit, Kidal, Menaka, Ansongo, Menaka, donc Douanza, Gao, Gossi. Donc tout ceci, et il y en a encore beaucoup, la liste est très longue. Mais il y a quelques-unes qui ont commencé. Il y en a quelques-unes qui ont été faites, c'est bon. Sincèrement, le volet développement de l'accord est encore au stade embryonnaire. Nous venons seulement de finaliser les aspects textes. Mais l'aéroport de Kidal a été fait, oui? Non, pas du tout. Non, parce qu'on parle de la réalisation de l'aéroport de Kidal. Ça n'a pas été fait. Je tiens à vous informer que lors de la visite du Premier ministre Boubou Cissé à Kidal, il a effectivement visité le démarrage des travaux de l'aéroport de Kidal. Donc on est à un stade de démarrage. Il faut le saluer, c'est-à-dire il faut saluer chaque acquis dans cet accord, parce que chaque acquis est obtenu suite à d'énormes sacrifices. D'énormes sacrifices financiers d'un pays qui est pauvre et d'un pays en crise et en guerre depuis des années. Donc nous ne minimisons aucun acquis obtenu dans l'accord. Donc cet aéroport il est en travaux. Les aspects du développement sont désormais essentiellement portés par le FDD, le Fonds de développement durable, et nous venons juste de finaliser les derniers compromis pour que les mouvements signataires siègent dans le comité de pilotage du FDD et dans le comité de gestion. Et jusque-là, on a les noms, c'est-à-dire les désignations finales n'ont pas été faites. Donc, c'est pour vous dire que vraiment on est à un début. Mais cela n'a pas empêché effectivement qu'il y ait certains débuts de travaux. C'est-à-dire les travaux de la route Djoura, Goumakura, je pense Tombouctou. Et
Mais ces routes-là ne sont pas des routes de l'accord, c'est des routes qui sont liées à l'obligation de l'État de désenclaver tout simplement son territoire. On ne va pas la citer comme acquis de l'accord, mais les routes qui sont dans l'accord, vous les avez citées. Il est important aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, que concomitamment aux aspects réformes politiques, institutionnelles et aux aspects sécurité, vraiment de donner aujourd'hui toute sa place à l'exécution des engagements liés au développement, liés aux infrastructures, liés aux services sociaux. Vous savez, depuis 2012, il n'y a plus d'écoles dans ces régions-là. C'est des milliers de jeunes qui sont sacrifiés. Depuis 2012, il y a des centaines d'enfants qui sont nés en dehors d'une quelconque assistance sanitaire. Vous avez des milliers de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, des villages entiers. Le moment est venu, je pense. Si on veut demain dire qu'on a pu faire quelque chose dans cet accord, de donner la priorité aussi à la réalisation des projets structurants pour nos populations. Des projets qui vont participer au changement des conditions difficiles de nos populations. Il y a un autre aspect, l'aspect humanitaire. Vous savez, nous avons des milliers de réfugiés qui sont encore au Burkina, qui sont en Mauritanie. Il y a un mois, nos réfugiés, nos frères qui sont réfugiés au Burkina Faso ont fait l'objet d'une descente musclée des forces de défense burkinabées et qui ont blessé plus d'une dizaine de personnes. Nous avons interpellé le ministre burkinabé des Affaires étrangères et son ambassadeur, nous l'avons interpellé au CSA. Une enquête a été mise en place, etc. C'est pour vous dire que on doit franchement aujourd'hui essayer de revenir à des aspects extrêmement importants, dont celui-là, le développement et les aspects liés aux réfugiés également. Ok, merci Moussa, merci à Ikoussi. Avant d'aller vers les toutes dernières questions, je voulais faire un petit résumé en Bambara, 2 minutes. Hein. Absolument. Je vais peut-être pas pouvoir tout expliquer, mais les grandes lignes. Donc en Balmao et en Moussa Gater de très bien Mouloni, allez CMA rapporte par le Corée, Kumala c'est l'accord en même temps avec le comité de suivi de l'accord là ni oué ben en Sebamumbe en groupe armé ou n'union entière et auquel nous comité musique c'est voilà ça kasuko walea allez beau konna là donc aya sur un boulot bien aya une question chamana Moussa Gater yere join donc ani aga biographique ay AMK aya kalanike malla no awula burem malien de do ina fobe. Donc, à l'université du Mali, là, à socio-anthropologique, donc à IAM, qui a secrétaire général, au fait, à Tarakoka, Belgique, Jamana, là, et Kalan Charamanke, actuellement, avec un doctorat qui est sciences politiques, là. Donc, il y a un poussé à casser la revendication, car au départ, aller à camarade Chamambé, il y a eu là. Quand faut que dans le gouvernement là, c'est parce qu'ils ont trouvé que absence de représentativité de non. Donc, au Tédoré, ouais, quand faut que moi, mon bé en Coréen fana. Ni o tamasheku yitware ku ka foko u te Mali administration kono ku représentalinté kosobe kele flana ko Mali koron enfant ko abandonner nga gouvernement fait ni o ya nga nyemo ye ko développement te no docteur soñellement te kalante no sécurité te no foi te no bon aya ni nga ko me ngo est-ce que voix were kunte u bolo u ka sega u ka revendication u ka droit réclamer munti marfa tali ako ko no ko au départ ko ulu la lutte mouvement politique de ou ka revendication ke et que assemblée générale folo era la ou la nyine munu sabati ko au lieu que état qui est très tendu ka sou la main ku ye marfa de tani gazi wa ba ka tani mataraki ou gauche donc ko de quoi fait ko radicaliser le corps de dover donc fene ils ont répondu donc oro ko ni murtan kama fene murtan kama donc oda tout fene wulila ka fara nyogon ka wala saka sika gouvernement kele parce que gouvernement folo de wulila kana pour kele ayanto la aya ni ngo agel hok mo faka mun gran wo yanga soro su kono fara ku kantike capitaine Segou n'ale pour nyama ko capitaine Segou ko ale teri korode ko kadi ou fenchama ke nyogon fe ou kalanga nyogon fe Dar Salam ko ale ba clarifier ka foko MNLA sentura no non anya me à l'époque o information bora ka foko MNLA ani groupe djihadistes terroristes de farla nyogon voilà ça ka armée ga position attaquer Gao Kidal en tomotaro MNLA sentala ko munu ya ke ko bora ou revendication ke donc au coffre aya ni nga fene ngo est-ce que France te ga soutenu awo ko non ko France na Mali de kama ko France te ano MNLA kama
Donc au kɔfɛ an ko accord mun signera groupe armé ni ɲɔgɔn cɛ ni o coordination des mouvements de l'Azawadi ani Mali yɛrɛ gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ngo nin y'a san 5 de depuis 2015 fo kana bila bi la accord in insuffisance baden b'a la a appliquera juste à hauteur de 25 à 30%. Donc a application bɛ ka problème sɔrɔ an ko jɔn nɔ don a ko il reconnaît que CMA ka nɔ b'a la mais Mali yɛrɛ gouvernement fɛnɛ nɔba b'a la donc ko a b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement fara CMA kan ani population yɛrɛ accord in ka se ka waleya walasa bɛn ka se ka sabati kɔrɔnfɛla la Mali camancɛ la ani sud yɛrɛ la ko ka taa 2012 kana bila bi la ko n'i y'a ta ka lajɛ ko kɛnɛyaso tɛ Mali kɔrɔyanfan yɔrɔ caman na ko éducation tɛ yen nɔ et qu'il faut avancer projet de développement minnu bɛ accord kɔnɔna la sira dilanw dɔgɔtɔrɔso ani ka baara di jeunes ma il faut k'olu bɛɛ ka se ka waleya donc o de hukumu kɔnɔna la ale b'a ɲini maliyɛn bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn na walasa accord in a ka se ka waleya. Donc je ne sais pas si j'ai non, c'est parfait. Fidèle. Brillant, brillant. Ok, donc voilà, merci. Donc voilà qui c'est pas mal. Ok, donc Moussa Agater, on va arriver aux questions qui fâchent, peut-être. Oui. On va essayer de secouer notre invité. Non, c'est pas les questions qui fâchent. Les questions qui fâchent. Il y en a eu déjà des questions qui fâchent. Ah bon, il y en a eu. Donc il y aura des questions qui vont fâcher plus. On a vu que récemment, l'ancien président de la CMA, qui est Bilal Ak-Sherif, il a eu à gracier 21 détenus à Kidal, grâce présidentielle. Donc on se demande s'il ne s'est pas mué dans la peau du président Ibeka, parce qu'on sait que la Constitution ne permet qu'au président de la République de pouvoir gracier des prisonniers. Donc pour des mesures anti-Covid-19, Bilal Ak-Sherif a gracié des prisonniers à Kidal. Est-ce vrai ou faux? Et pourquoi? Et est-ce que Bilal est le président de la République du Mali? Plusieurs questions en une, quoi. D'accord. Je pense que au-delà de l'aspect taquinement de cette question, ça m'offre l'opportunité de rétablir la vérité des faits. Vous savez, depuis 2012, il n'y a pas de maison d'arrêt de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prison gérée par l'État du Mali à Kidal. Il n'y a pas un service pénitentiaire à Kidal. Il n'y a pas une police à Kidal. Les prisonniers, comment est-ce qu'on les détient? Donc, c'est dans ce sens que je vais vous expliquer comment tout cela arrive. Donc, étant donné que nous sommes un mouvement signataire, donc nous avons une responsabilité officielle et connue. Et nous sommes interpellés sur tout ce qui s'est passé à Kidal en attendant que les services de l'État soient redéployés intégralement. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures, notamment des mesures sécuritaires, et des mesures de sécurisation des personnes de l'armée. Et nous avons mis en place une maison d'arrêt provisoire en attendant le retour des services de l'État. C'est la CMA C'est la CMA qui a mis en place. Elle était nécessaire. Il y avait comme dans toute ville, surtout avec le développement brusque de l'exploitation artisanale de l'or dans la région de Kidal, nous avons assisté à un développement du banditisme et même de la criminalité. C'est des gens parfois en armes qui attaquent des paisibles populations dans leurs boutiques, dans leurs maisons, etc. Donc face à cela, nous avons mis en place une maison d'arrêt provisoire, sécurisée par des combattants de la CMA, et dans laquelle on envoie tous ceux qui sont appréhendés pendant des opérations de vol, de braquage et même parfois de meurtre. La fête de Ramadan passée, le président en exercice de la CMA, M. Bilal Ak-Sherif, a pris l'initiative de libérer un certain nombre d'entre eux pour des raisons humanitaires. Et l'équivoque que je vais lever, il y a deux choses différentes. Bilal Ak-Sherif, président de la CMA, n'a pas, vous dites amnistié, il n'a pas gracié des prisonniers, il a libéré des prisonniers. Donc c'est deux choses. Mais est-ce qu'il a ce pouvoir? Et ensuite, en le faisant, juge, je vous assure. Non, mais c'est pas les juges qui gracient, même en temps de grâce. Mais non, vous dites libérer, c'est le juge qui libère. Non. Si. Mais il n'y a pas de juge encore à Kidal, mon cher ami. Non, mais il n'y a pas de maison d'arrêt. Vous parlez de libérer, donc c'est le juge. Donc ça veut dire que Bilal, il est juge et procureur peut-être à la fois. Non, il n'est ni l'un ni l'autre. Mais en tant que principal responsable, le plus haut responsable de la CMA. Et la CMA étant un mouvement politico-militaire qui est signataire de l'accord et qui a la responsabilité, en attendant le redéploiement des services de l'État, de veiller à ce que les populations vivent en toute tranquillité, à ce que la vie soit régie de manière civilisée en attendant le retour de l'État, que la quiétude règne dans cette ville.
prenant en compte ses responsabilités, il a décidé à titre humanitaire, au nom de la CMA, ce n'est pas son nom, au nom de la CMA, qui gère la ville en attendant, de libérer un certain nombre de prisonniers à titre humanitaire. Certains d'entre eux sont un peu malades, d'autres sont fragiles, d'autres ont commis des actes qui ne sont pas très très graves, et c'est dans ce lot qu'il a libéré, il a procédé à cette libération. En le faisant, je rassure les uns et les autres qu'il ne cherche ni à se substituer au président de la République, ni à être le président de la République. Il est dans son plein rôle, celui du président en exercice de la CMA, qui pose des actes strictement liés à l'exercice de ses fonctions en tant que président de la CMA. Est-ce que ce n'est pas, mais sur le communiqué, ce n'est pas une provocation? Absolument pas. J'ai vu que un pied de nez au pouvoir. Sur le communiqué, c'était écrit Gracier, je crois. Gracier, oui, on a bien vu Gracier. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez à Bamako? Non. Vous savez, les pieds de nez, ça ne manque pas à Bamako. Vous ne devrez pas aller les chercher à Kidal. Non, là, on parle de Bilal Al-Sherif. En tout cas, ce n'est pas son but et il ne l'a pas fait. Et vraiment, ça n'a rien à voir. Vous ne regrettez pas ce geste-là de la part, ou cet acte posé par Bilal Al-Sherif? Moi, j'essaie de vous donner des explications vraiment de ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de Maliens qui l'ont mal pris. Oui, mais ceux qui l'ont mal pris, vraiment, chers concitoyens, Bilal Al-Sherif, président de la CMA, ne cherche ni à se substituer au président de la République, ni à être le président de la République. Il n'y a pas de mea culpa de votre part. Je vous dis, franchement, il n'y a pas de mea culpa parce que nous sommes dans notre rôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas les services de l'État. Il n'y a pas de maison d'arrêt, il n'y a pas de police, il n'y a pas de pénitencier. Vous voulez qu'on laisse nos populations à la merci de voyous, de brigands, de voleurs, tout simplement pour ne pas heurter la sensibilité des citoyens dans les rues de Bamako? Donc ce n'était pas les mesures anti-Covid? Absolument pas. Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors moi, je veux savoir une chose. Les armes que vous avez. Ah, il n'a pas répondu. Hein. Si. Non, si. Il a répondu par des trucs, mais voilà. Mais on veut savoir, quand est-ce que la CMA sera désarmée? Totalement. Parce qu'aujourd'hui, la CMA, elle est plus forte que l'État, apparemment, là-bas à Kidal. C'est une bonne question. Et je pense que là aussi, il y a un travail pédagogique à mener pour que les gens comprennent ce qui se passe. On a l'impression que le désarmement de la CMA, à un moment, bien sûr, sous l'impulsion de ceux qui encouragent à combattre l'accord, le désarmement de la CMA devrait être un préalable à la mise en œuvre de l'accord. Mais tous ceux qui pensent ainsi n'ont tout simplement pas lu l'accord. Et je vous assure que l'écrasante majorité de ceux qui sont contre l'accord sont tout simplement des gens qui n'ont pas lu l'accord. Donc, dans l'accord, le désarmement des ex-combattants doit se faire de manière progressive, en fonction de l'évolution des différents processus du mécanisme du DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion. Il n'est dit nulle part dans l'accord qu'un moment, du jour au lendemain, la CMA va se retrouver et déposer toutes ses armes au milieu de nulle part. Vous savez, si vous parlez des armes, on n'est pas en train de parler d'objets inoffensifs. Les armes, même la manière de les remettre, la manière de se désarmer, où remettre, à qui remettre, quelle est la suite réservée à ces armes, quel usage devrait en être fait par la suite. Tout cela a besoin d'un travail de fond. C'est un processus. Mais les gens facilitent tout, il faut qu'on désarme la CMA. Mais la CMA aujourd'hui, c'est à peu plus de 20 000 hommes armés. Vous voulez qu'on fasse des désarmements comme ça? Et ces hommes, une fois qu'ils sont désarmés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que ça a commencé? Ça a commencé. Ça a commencé, le système de DDR a commencé depuis longtemps. Et grâce au DDR, nous avons aujourd'hui un bataillon à Kidal et une compagnie constituée d'éléments des FAMA classiques et d'éléments d'ex-combattants. Un bataillon est en train d'être mis en place à Tombouctou, un bataillon est en train d'être mis en place à Gao, une compagnie est en train d'être mise en place à Menaka. Et c'est comme ça que le processus va absorber de manière progressive l'ensemble de ceux qui portent les armes et pour rejoindre les forces armées maliennes reconstituées. L'usage qui sera fait des armes
donné au moment de l'enregistrement du combattant dans le système du DDR, cet usage revient à l'état-major en collaboration avec la CTS, la Commission technique de sécurité de l'accord. Mais je comprends aussi que tout ça, c'est des mécanismes complexes qui ne sont pas faciles à comprendre par les citoyens lambda. Mais c'est pour vous dire, franchement, il n'y a pas un refus de désarmement. Mais il y a un mécanisme de désarmement qui est enclenché et qui a enregistré d'énormes retards. Là encore. Ah, les DDR. Donc, les DDR. Donc, tant qu'il y a des retards dans la mise en œuvre de l'accord, vous allez continuer à avoir des hommes en armes de la scène. Mais au fur et à mesure que l'accord avancera, les hommes seront désarmés. Mais ils ne seront pas désarmés pour être jetés n'importe où. Les hommes, c'est des hommes qui seront désarmés, mais immédiatement réarmés. Parce qu'ils seront en ce moment des éléments des forces armées reconstituées. Vous faites confiance au gouvernement pour cela? Vous faites entièrement confiance au gouvernement malien? Je souhaite pouvoir faire confiance. Et je pense que c'est important. S'il y a un manque de confiance, il faut que ça se corrige. Et parce que sans la confiance, nous n'allons pas avancer. Je reconnais que depuis un certain temps, le gouvernement qui vient de partir a posé des actes salutaires. À les autres, non? Bon, on ne peut pas parler de tous les gouvernements. On a eu beaucoup de difficultés avec d'autres gouvernements, ça il faut le dire. On a eu une collaboration difficile avec certains. Mais le gouvernement est comme d'autres. Les premiers ministres Boubé, les premiers ministres Boubou, c'est des gens qui sont partis à Kidal, ils ont essayé de comprendre les choses, ils ont essayé de répondre à certaines préoccupations des mouvements. Et je trouve qu'on est aujourd'hui dans une dynamique qui peut être un outil important d'accélération de la mise en œuvre de l'accord dans tous ses volets. Mais est-ce qu'aujourd'hui la CMA peut, disons à Kidal, est-ce que les populations ainsi que la CMA peut-être peuvent arrêter de fêter l'indépendance ou encore d'exhiber leur drapeau? C'est des choses qui ne font pas plaisir au pouvoir. Tu as marché sur ma langue, c'était ma prochaine question. Ah bon? Je pense que le 6 avril passé, il n'y a pas eu de fête d'indépendance quelconque nulle part. Donc c'est la première fois? 6 avril passé. Depuis la signature de l'accord? Vous savez, ce n'est pas la CEMA qui fête le 6 avril. Aucun responsable de la CEMA n'a fêté le 6 avril depuis la signature de l'accord. Est-ce que les responsables ne se cachent pas derrière la population? Mais la population, vous savez, autant nous voulons... Tout le monde dit qu'il faut respecter les droits de la population à Bamako, à manifester, à se retrouver, et même à demander la démission du président de la République. Autant il faut être ouvert et comprendre que la population du Nord, de certaines zones du Nord, peuvent exprimer leurs sentiments, peuvent exprimer leurs revendications de n'importe quelle manière. C'est pas moi, je pense que porter un drapeau un 6 avril pendant 30 minutes et rentrer chez soi est moins grave que de demander la démission d'un président de la République démocratiquement élu. Donc, franchement, il faut faire la part des choses. Non, Moussa, mais est-ce que les responsables de la CEMA ne se cachent pas derrière la population pour les instrumentaliser à des fins politiques? Absolument pas. Nous, on n'a pas besoin de nous cacher. Tout ce que nous avons posé comme acte, jusqu'ici, nous l'avons posé de manière officielle et de manière publique. Sincèrement, quand il y a lieu d'organiser des manifestations, on les organise. Mais tout acte aujourd'hui qui soit contraire à nos engagements pris dans l'accord, la CEMA ne prendra jamais le devant d'une telle initiative. Ok, merci Moussa. Ibou, avant de te donner la dernière question, c'est un secret de polichinelle, mais tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'or et de sites d'orpaillage au nord du Mali, puis à Kidal. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela est géré? Parce qu'on a entendu par-ci, par-là, à travers des recoupements, que des individus d'autres pays sont présents sur ces sites-là. Et que c'est la CMA qui donne les autorisations pour pouvoir aller exploiter ce temps. Est-ce que c'est vrai? Si vous pouvez rassurer nous. Qu'est-ce qui est vrai? Oui, c'est vrai qu'il y a de l'or. Et Dieu merci. On remercie Dieu qui a eu pitié de ces populations qui ne bénéficient d'aucune assistance depuis des années et qui du jour au lendemain ont retrouvé de l'or sous leurs pieds. Oui, il y a l'exploitation de l'or par les populations locales dans les différents sites où on a découvert cet or.
Oui, il y a des populations étrangères qui ont senti l'odeur de l'or chez nous et qui sont venues chercher à exploiter, comme dans tous les sites aurifères du Mali. À l'échelle industrielle ou pas? Non, 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 c'est plutôt à des échelles, des échelles moyennes, artisanales, avec des petites machines, mais il y a vraiment pas des grandes mines telles qu'on pourrait les trouver à Sadiola ou à Morella ou dans un autre. Oui, la SEMA essaye tant bien que mal d'organiser, dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt de la sécurité des populations, d'organiser comme elle peut l'extraction de cet or pour que cette exploitation de l'or ne soit pas la porte ouverte à une migration de malfaiteurs ou de gens mal intentionnés ou d'autres formes de criminels, tout en restant ouvert à ce que tout ce qui peut venir l'exploiter en respect des populations, dans le respect des normes établies de commun accord avec tout le monde. Oui, il y a cette exploitation-là. Oui, il y a une implication de la SEMA pour coordonner tout ça. Et nous rassurons les uns et les autres que cela aussi participe à la sécurité de nos populations, de nos terroirs. Si la SEMA ne le faisait pas, certainement des gens mal intentionnés se renforceraient autour de ces mines et certainement risqueraient d'empêcher aux populations autochtones d'en être les principaux maîtres et par des moyens soit violents ou autres, écarter les populations qui doivent être les premiers bénéficiaires de cette manne que Dieu a bien voulu les envoyer. Et voilà, donc c'est pour tout cela que la SEMA s'implique. En le faisant, encore une fois, nous ne nous substituons pas à l'État. Mais en attendant que les services de l'État, les services de sécurité, les forces armées reconstituées soient présentes et qu'elles prennent la relève, la SEMA, dans un souci de continuité de l'existence d'une organisation mixte pour le moment ou intermédiaire entre l'État et des mouvements signataires qui jouent parfois les rôles de l'État en attendant. C'est seulement dans ce sens que ce travail est en train d'être fait. C'est pour toutes ces raisons que l'application de l'accord doit aller très vite. Donc on le comprend. Dernière question. D'accord, donc dernière question. Aujourd'hui, on assiste quasiment à des leaders religieux qui entrent en politique ici au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu aujourd'hui le M5 qui émerge beaucoup et qui va bientôt faire un accord politique, peut-être avec le président de la République, et la SEMA ne sera pas représentée dans cet accord politique-là. Est-ce que vous ne craignez pas cela? Donc deux questions, une principale, l'autre subsidiaire. Je vais répondre en tant que étudiant en sciences politiques, chercheur ou diplômé en sciences politiques. Je pense que l'émergence des mouvements politico-islamiques sur la scène politique malienne révèle la faille ou même la faillite de la classe politique classique malienne. Le mouvement démocratique qui a été le porteur des aspirations de la démocratie contre la dictature de l'époque, a pris l'engagement de porter les valeurs de la démocratie, de porter les valeurs du renouveau, de donner à la jeunesse sa place, etc., etc. Plusieurs décennies après, les populations se sont rendues compte que pas grand-chose est en train d'être fait. Et beaucoup de ceux qui aujourd'hui dénoncent la malgouvernance ont eu la main dans les affaires, ont été responsables à des niveaux importants. Donc, la population a commencé aujourd'hui. Il y a un déclic généralisé qui est en train de donner plus de force à tout ce qui peut être considéré par les populations comme étant des alternatives. Et aujourd'hui, les mouvements politico-islamiques et d'autres mouvements peut-être qui peuvent naître après auront plus de popularité, plus de légitimité aux yeux des populations que la classe politique vieillissante qui a montré ses limites de 1991 à aujourd'hui et qui refuse de laisser la place à la nouvelle génération, à la génération qui n'a pas géré
le pouvoir de 90 ou même avant, et par d'espoir las, d'espoir dessus, les populations, ou en tout cas la partie politisée de la population, commence à plus croire ou à espérer, néanmoins à croire, à la capacité de ceux qui n'ont jamais exercé de pouvoir, c'est-à-dire les leaders religieux ou les mouvements d'obéissance islamique, mais qui ont des aspirations de conquête du pouvoir, qu'à ceux qui ont géré jusqu'ici le pays. Ok, merci Moussa. Toute dernière question, vite fait. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à l'entrée des nouveaux membres de la CMA dans le gouvernement? Parce qu'on a entendu, on a reçu l'information qu'il y aura la formation d'un nouveau gouvernement la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être Moussa Agataer, ministre de, je sais pas, de la sécurité, de la réconciliation, comme vous êtes, Pour corriger quand même une injustice, entre guillemets, à l'endroit d'ici, il a posé la question sur l'accord politique qui est en train de se préparer. Oui, je n'ai pas répondu et ça rejoint votre... Voilà. Donc, franchement, jusqu'ici, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, la CMA n'a pas été appelée ou invitée, consultée directement pour un accord politique de gouvernance, comme vous le dites. Mais nous, en tant qu'acteurs aujourd'hui, partenaires de la paix, acteurs de la paix, en tant que structure plus que jamais engagée dans toutes les questions qui concernent l'avenir du pays, son présent comme son avenir, nous ne rejetons absolument pas la possibilité pour la CEMA de participer à toute la gestion du pays. Et je pense que l'accord pour la paix et la réconciliation porte des revendications aussi, porte des revendications de la CEMA, notamment celles relatives au partage du pouvoir. Nous avons toujours dit que tant qu'on n'acceptera pas dans ce pays que le pouvoir ne doit pas être l'apanage seulement d'une seule zone ou d'une seule entité ou d'une seule communauté, et tant que le partage ne sera pas réellement partagé au vrai sens du terme. Ce n'est pas seulement le gouvernement, le pouvoir. Le pouvoir, c'est le gouvernement, le pouvoir, mais aussi c'est également les autres institutions, c'est tous les services de l'État au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Et nous espérons que, quel qu'en soit le gouvernement qui sera mis en place, nous souhaitons qu'il donne de l'importance à l'implication de toutes les populations, de tous les acteurs capables de le faire dans la gestion et dans la gestion des affaires et dans la gestion du pouvoir. Ok, merci Moussa Agataer, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est fait un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Et je pense que vos réponses vont édifier énormément nos auditeurs qui nous suivent à travers le monde, au Mali et à l'étranger. Merci à Iboussi pour ces questions très pertinentes et qui nous aident chaque fois qu'on organise des débats. Emballement on ma mbolo bi ka asi awma emballement ken aw denge Youssouf Mangara ouverture média là donc amé folie bi bla awi ala kan be a vraiment. Salam alaikum. Merci.